Bonjour à toutes et à tous. Technique de l'ingénieur vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la veille scientifique, un outil indispensable d'anticipation et d'aide à la décision. Il est animé par Véronique Mesguich, consultante et formatrice spécialisée dans le domaine de la veille stratégique. Bonjour. Il est aussi animé par Marie Le Savre, responsable du site technique de l'ingénieur. Bonjour. Pendant toute la durée de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment grâce au module de chat à droite de votre écran. Nos intervenantes y répondront lors de la session questions-réponses en dernière partie de ce webinaire. Alors, ce webinaire sera en replay sur le site technique de l'ingénieur. Véronique Mesguich, je vous laisse la parole. Merci Marie-Caroline. Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc pour ce webinaire qui va nous permettre de découvrir ce que la veille technologique peut apporter pour les ingénieurs en matière pas seulement de recherche d'informations, mais aussi bien sûr de collecte automatisée, d'anticipation, d'aide à la décision pour les ingénieurs, les techniciens, enfin toute personne qui est confrontée à une évolution rapide dans le domaine des nouvelles technologies, des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux, de la réglementation. Et donc, nous allons découvrir pendant cette heure les bonnes pratiques, les outils, les méthodes, les sources indispensables pour optimiser sa veille. Et ce webinaire se terminera avec la traditionnelle séance de questions-réponses. Alors, donc, nous allons commencer par planter le décor, définir en quoi la veille, c'est au-delà d'un métier, c'est une compétence indispensable pour les professionnels de l'ingénierie, de la technique, dans tout secteur confondu, toute entreprise confondue. Nous verrons, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment avec le succès de ChatGPT, mais c'est évidemment loin d'être le seul outil d'intelligence artificielle. Google, depuis longtemps, utilise l'IA et nous verrons en quoi ça affecte le classement des résultats et comment nous, utilisateurs, nous pouvons être plus intelligents que cette intelligence artificielle avec des astuces que nous aurons l'occasion de dévoiler. Nous verrons aussi, la veille, c'est aussi de la collecte automatisée. Donc, nous verrons comment automatiser des recherches avec des flux ou des alertes. Comment les réseaux sociaux aussi se sont invités dans le paysage de la veille et comment on peut les utiliser, et plus particulièrement les réseaux sociaux professionnels, pour détecter des innovations ou éventuellement aussi en veille concurrentielle pour surveiller les nouveaux produits ou les nouveaux entrants. La veille, c'est aussi de l'analyse qui peut être automatisée face à des données en volume important, sans parler des big data. On a souvent des volumes assez conséquents d'informations. Comment cartographier cette information, comment matérialiser des liens, des corrélations pour faire face à des choses inattendues, imprévues ou tout simplement prédire, essayer de prévoir le plus possible l'avenir. Et puis, nous verrons le dernier point, et non le moindre, comment optimiser la diffusion de l'information en interne, comment mieux partager l'information avec ses équipes. Donc, mais tout d'abord, un petit sondage pour mieux vous connaître. Dans quel profil vous situez-vous dans les catégories qui vont apparaître? On démarre le sondage. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour répondre. Est-ce que vous êtes ingénieur en poste, étudiant, enseignant-chercheur ou autre, dans une autre catégorie? Alors, je partage le résultat pour que tout le monde puisse voir. On est curieux de savoir ce que sont ces autres profils. Vous pouvez reprendre. En complément, parce que je suis en train de voir les réactions des uns et des autres, je vois que autres, c'est principalement des métiers de l'information, des professionnels de l'information, bibliothécaires, documentalistes, etc. Voilà, Véronique, pour info.
Merci Marie. Et donc un public très varié. On voit justement à quel point la veille est une pratique transversale qui concerne de nombreux métiers. Il y a des professionnels de l'information dans la salle virtuelle et je les salue. Et aussi, bien sûr, des professionnels, ingénieurs, techniciens ou autres qui vont utiliser la veille, même s'ils ne sont pas veilleurs professionnels, dans leur activité. Alors la veille, qu'est-ce que c'est? C'est un terme polysémique. On a parfois tendance à réduire la veille à un suivi systématique sous forme de collecte automatisée. Donc nous allons bien sûr étudier ce point, mais on oublie parfois que la veille peut être aussi ponctuelle. Ça peut être une recherche approfondie qu'on va effectuer avec des moteurs généralistes, mais aussi des sources spécialisées, des bases de données professionnelles, des bases d'articles académiques par exemple, ou de normes ou de brevets qu'on ne trouve pas forcément via les moteurs classiques. C'est ce qu'on appelle le fameux web invisible, web profond. Donc cette recherche approfondie peut être ponctuelle et peut donner lieu à une étude ou à un état de l'art. Mais la veille, c'est aussi de l'anticipation. On a évoqué ce caractère un peu prédictif de la veille. Alors, il ne s'agit pas de lire dans une boule de cristal, mais de détecter autant que l'on peut l'inattendu. C'est à ça que la cartographie d'information peut contribuer. Donc détecter des tendances, des signaux faibles, comme on dit dans le jargon des veilleurs, qui sont souvent difficiles à anticiper. Ça peut être quelques lignes dans un article scientifique ou même un commentaire sur des réseaux sociaux ou des petits bruits d'informations comme ça que l'on va capter, corréler entre eux et qui vont nous permettre de détecter des ruptures, des innovations technologiques. C'est aussi une aide à la décision. Justement, ces tendances vont nous aider à mieux nous situer par rapport à l'évolution technologique ou réglementaire. Et la veille est aussi une pratique éminemment collaborative, puisque il y a tellement d'informations aujourd'hui, on est tous et toutes noyés dans l'information, et donc chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'on terminera par un point sur le partage d'informations en interne pour mieux partager, sous forme d'intelligence collective, les résultats de la veille. Et donc la veille, c'est un petit peu tout ça à la fois, et c'est ces différents points que nous allons approfondir. Mais juste avant, un autre sondage, toujours pour mieux vous connaître, sans dévoiler de secret bien sûr. Pouvez-vous nous dire quel type d'informations vous êtes amené à suivre pour vos besoins professionnels? Le deuxième sondage est lancé, donc à vos claviers, à vos souris. Donc, on a à égalité, donc parmi les types d'informations que vous suivez, les articles scientifiques et techniques à 74% et même pourcentage, parce que vous, évidemment, vous suivez plusieurs types d'informations, un suivi général d'informations dans votre secteur. On a aussi à 56% les nouveaux produits et procédés, à 48% les normes et informations réglementaires, puis à 35% les brevets. Merci beaucoup d'avoir participé. Oui, là encore, on voit ces divers besoins qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Bien sûr, tout ça peut se cumuler. On voit là encore le périmètre très large de la veille et qui peut évoluer dans le temps. Bien sûr, les besoins de veille ne sont pas gravés dans le marbre immuable. En tout cas, la veille est devenue une pratique indispensable. C'est vraiment une pratique du 21e siècle dans ce monde qu'on pourrait qualifier de VUCA. Vous connaissez peut-être cet acronyme qui décrit ce monde complexe dans lequel nous évoluons, complexe, mais aussi, voilà, c'est un peu les lettres qui composent cet acronyme, volatile, incertain en anglais, ambigu. Mais justement, la pratique de la veille peut permettre de transformer cet acronyme et de transformer le V en vision pour y voir plus clair dans ce brouillard. Beaucoup évidemment d'événements récents étaient difficiles à anticiper. Il ne s'agit pas d'empêcher une crise sanitaire ou une guerre, mais d'essayer d'y voir plus clair, d'effectuer des scénarios qui vont nous permettre de tirer parti d'opportunités, parce qu'il y en a, et évidemment de bien comprendre les risques ou les menaces qui peuvent se dresser et freiner notre activité.
Et de la même façon, voilà, le U de uncertainty en anglais peut devenir understanding, la compréhension grâce à l'analyse, hein, dont nous parlerons un peu plus tard. La complexité peut devenir clarté et l'ambiguïté, ben, le A peut se transformer en agilité. Hein. Les méthodes que nous allons voir sont des méthodes agiles, hein, basées beaucoup sur des rebonds, sur des méthodes exploratoires, sur de la sérendipité. Hein, cet art de trouver un petit peu par hasard. Hein, la veille n'emprunte pas des chemins tout tracés, mais il va s'agir de parfois faire le grand écart entre des documents ou des données très structurées, très officielles, comme par exemple des brevets ou des normes, hein, qui ne sont pas toujours forcément gratuits, mais aussi il faudra évoluer dans des réseaux sociaux, parfois de données non structurées. Ça peut être aussi les données issues de la recherche académique. Donc voilà, c'est agir dans ce monde complexe. Et la veille fait partie aussi, bien sûr, de l'offre des techniques de l'ingénieur à travers cette rubrique, hein, que vous pouvez trouver sur le site, cette rubrique actualité et veille technologique, qui présente, hein, au quotidien les dernières actualités donc dans différents domaines, avec une newsletter et une veille qui peut être également personnalisée selon les besoins. Je passe la parole à Marie pour plus d'informations sur cette offre des techniques de l'ingénieur. Alors, je vais juste vous dire en quelques mots, je ne sais pas si vous connaissez tous, si vous utilisez tous Techniques de l'ingénieur et la veille qu'on propose sur le site Techniques de l'ingénieur, mais en gros, je vais vous expliquer un petit peu les 3 process de veille possibles sur Techniques de l'ingénieur. Sur le site, vous trouvez des ressources documentaires, vous trouvez un espace magazine d'actualité. Donc déjà, on a 2 types d'informations qui sont extrêmement différents en termes de contenu. On a côté ressources documentaires, on est plus sur de la doc, état de l'art, plus poussé. Et sur le magazine d'actualité, on est sur du contenu presse. Dans ces 2 rubriques, il est possible de s'abonner aux newsletters. Donc, vous allez pouvoir vous abonner côté ressources documentaires ce qu'on appelle info mise à jour des ressources documentaires. Donc, avec ce système-là, vous allez pouvoir savoir tout ce qui paraît dans les ressources documentaires, ce qui est en soi une sorte de veille côté ressources documentaires. Et dans le magazine d'actualité, il est possible également de s'abonner aux différentes thématiques. Donc, vous allez voir les différentes thématiques de l'actu. Et pareil, possibilité de s'abonner à chaque thématique dans votre espace Mon Compte. Alors, je vous montre comment ça se passe. Dans l'espace Mon Compte, vous avez un menu à gauche avec la possibilité de cliquer sur mes newsletters et alertes. Et c'est à ce niveau-là que vous allez voir, vous allez pouvoir vous abonner aux news de l'actu et à tous les sujets des ressources documentaires. Il existe un autre système chez Techniques de l'ingénieur pour faire de la veille. Et là, je vais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer le principe. Sur le site Techniques de l'ingénieur, on a un thésaurus qui est constitué de un peu plus de 1000 termes qui nous permet de taguer l'intégralité de ce qui est publié sur le site. Et vous avez accès à tous ces mots-clés et vous pouvez vous abonner à tous ces mots-clés pour être tenu informé à chaque fois qu'un contenu est publié sur ces mots-clés. Donc, vous allez pouvoir retrouver l'étendue de ces mots-clés en explorant ce qu'on appelle la cartographie interactive. Là, vous allez retrouver sous un système de navigation par arbre l'ensemble des 1100 termes qui correspondent à ce thésaurus. Et en regard de cette cartographie, vous allez trouver les documents qui correspondent à ce terme. Et donc, pour le système de veille dont je vous parlais il y a quelques instants, vous allez trouver dans votre espace Mon Compte l'entrée Ma veille personnalisée, où vous retrouvez l'intégralité de tous ces mots-clés qu'il est possible de cocher pour vous abonner. Et ensuite, avec tous les mots-clés, toute votre sélection de mots-clés, vous recevez chaque lundi l'intégralité des contenus sortis, que ce soit dans les ressources documentaires ou dans la veille ou dans le magazine d'actualité, tous les contenus sortis sur les mots-clés que vous avez sélectionnés. Donc voilà, en résumé, 3 process de veille. On suit ce qui sort dans les ressources documentaires, on suit ce qui sort dans la veille et actu, et on peut utiliser la veille personnalisée. Voilà, 3 niveaux de granularité pour la veille. Je repasse la main à Véronique pour la suite. Alors, un petit sondage juste avant qu'on continue notre exploration. Connaissez-vous ces dispositifs que Marie vient de vous présenter? Vous avez à nouveau quelques minutes pour indiquer si vous connaissez les dispositifs chez Techniques de l'ingénieur. À la question, connaissez-vous ces dispositifs chez Techniques de l'ingénieur?
Alors, on a en majorité à 45%, oui, les newsletters, merci pour ça. À 39%, vous ne connaissez pas du tout, eh bien, vous êtes en train de découvrir et vous pouvez faire découvrir à votre entourage aussi. Ensuite, oui, la veille personnalisée à 13% et oui, tout à 9%. Juste pour finir de planter le décor et de passer à nos règles d'or qui font partie des bonnes pratiques de la veille, je voulais revenir sur cette notion de signaux faibles que j'ai évoquée tout à l'heure. L'art de la veille, parce que c'est plus un art qu'une science, repose en grande partie sur la capacité à identifier ces signaux faibles qui ne s'étalent pas bien sûr à la une des médias ni dans les premières réponses de nos moteurs de recherche favoris. Ça va être souvent l'interprétation. Il n'y a pas forcément de sources spécifiques qui vont nous donner des signaux faibles, mais ça va surtout ressortir d'une analyse à partir d'une analyse big data, quand il s'agit de résultats, de volumétrie importante de données issues des réseaux sociaux. Mais les signaux faibles peuvent venir aussi de small data, de données plus modestes. Ça peut être tout simplement une extraction d'une base de données de brevets, par exemple, ou des pages trouvées sur le web. Et il va s'agir, qu'elles soient big ou small, de trouver des petits bouts d'informations qui souvent passent un peu inaperçus, mais qui, corrélés entre eux, vont nous permettre de détecter qu'il y a une nouvelle technologie qui est en train d'émerger, que telle ou telle entreprise travaille de plus en plus ensemble, que tel concurrent est en train de s'implanter dans un nouveau pays ou est en train de se diversifier. Souvent, l'information a un signal assez faible qui s'amplifie au fil des temps. Et évidemment, quand le signal est fort, il est malheureusement souvent trop tard pour réagir. Et donc, la veille consiste à repérer l'information bien avant qu'elle atteigne ce signal fort. C'est valable aussi pour le domaine de la normalisation. On ne va pas attendre qu'une norme soit publiée à la FNOR, par exemple, pour réagir. Il faudra essayer de capter le plus en amont possible des informations sur des normes en préparation, par exemple. Et tout ça n'est pas simple et ça passe par une collecte d'informations qui ne va pas passer par l'exhaustivité, on ne peut pas tout surveiller, mais il va s'agir de trouver les sources adaptées, sans vouloir, en visant plutôt la complémentarité plutôt que l'exhaustivité, et surveiller les mots-clés les plus pertinents. Et donc, nous allons voir donc plusieurs règles d'or qui vont illustrer les bonnes pratiques en matière de veille. Règle numéro 1, ne pas se fier aux premiers résultats de Google. On va voir que les concurrents de Google, les autres moteurs, les quelques rares concurrents de Google, parce qu'aujourd'hui, il y en a peut-être moins qu'avant, c'est un peu paradoxal, mais donc les moteurs, quels qu'ils soient, ne nous donnent pas forcément toujours les résultats les plus pertinents ou les plus adaptés dans les 10 premiers résultats. Alors pourquoi ? On peut considérer que c'est un effet un peu pervers de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui a tendance à faire remonter dans les premiers résultats des résultats plutôt commerciaux, plutôt grand public, qui répondent à des requêtes ce qu'on appelle transactionnelles, qui vont déboucher plutôt sur un achat, plutôt que des requêtes informationnelles dont les réponses sont censées nous donner une information pertinente correspondant à nos besoins. Et donc, Google utilise bien sûr de plus en plus l'intelligence artificielle. Il n'a pas attendu donc ChatGPT, comme on le disait, même si ChatGPT commence à faire assez peur aux dirigeants de Google. Donc, Google utilise depuis plusieurs années, notamment un algorithme qui s'appelle le RankBrain, qui permet de reformuler les requêtes pour bien sûr mieux les comprendre, comme le ferait un professionnel de l'information, un documentaliste ou veilleur, mais aussi pour analyser le besoin et bien sûr toutes ces données peuvent être revendues à des tiers et tout ça à des fins publicitaires. Ceci étant,
on peut justement, hein, c'est là où on peut être plus intelligent que Google. Google est un moteur par ailleurs puissant et de son index contient des dizaines de milliards de pages web et on peut faire remonter des résultats de qualité correspondant vraiment à nos besoins en dehors de résultats assez grand public et parfois superficiels. Mais pour ça, il faut utiliser des mots-clés les plus précis possibles et, le cas échéant, des options de recherche avancées. Alors, avant de découvrir ces astuces, on va vous poser une petite question à nouveau. Quel moteur ou métamoteur utilisez-vous principalement dans la liste qui va vous être proposée? Alors voici un nouveau sondage donc sur les moteurs ou métamoteurs que vous utilisez. Et donc Google 93%, ensuite on a Quant à 17%. Ah non, peut-être pas, non, on a ah bah si, ouais, enfin c'est une question, c'est un autre moteur, peut-être que vous pouvez nous indiquer lequel d'ailleurs. À 19%, vous avez répondu. On a Bing à 11% et DuckDuckGo à 9%. Pour le autre, on a un petit Merci. commentaire qui nous cite Ecosia. Ecosia qui est comme DuckDuckGo un métamoteur. C'est un peu la nouvelle génération des métamoteurs. Ils sont souvent basés sur le moteur Bing, hein, c'est le cas de Ecosia. DuckDuckGo utilise Bing également, mais aussi son propre moteur et aussi le moteur russe Yandex. Donc ces métamoteurs, effectivement, ils ont le bon goût de respecter notre vie privée, mais parfois ils peuvent être un peu superficiels parce qu'ils ne prennent pas en compte tous les résultats des moteurs qu'ils interrogent. Bing, bon, c'est l'éternel challenger, hein, c'est Microsoft bien sûr. Il n'apporte pas toujours forcément beaucoup de valeur ajoutée par rapport à Google, mais il peut être intéressant en recherche multimédia et même dans des domaines scientifiques et techniques. Hein, la recherche multimédia peut avoir son intérêt pour trouver par exemple des podcasts ou des images ou des vidéos. Quant, le moteur français, bon, il a un peu déçu par rapport à, peut-être on avait mis trop d'attentes hein, dans ce moteur français. Bon, il respecte notre vie privée également, mais il est évidemment beaucoup moins puissant que ses grands rivaux américains et peut-être un peu trop proche de Bing aussi dans ses résultats. Yandex et Baidu, hein, donc respectivement spécialisés sur la Russie et la Chine, bon, bah, sont à utiliser évidemment si on a effectué des recherches dans ces zones géographiques avec la compétence linguistique qui est de rigueur. Et également, là, je voulais citer Brave Search, qui est plus récent, qui est apparu en 2021. Vous connaissez peut-être déjà le navigateur Brave, hein, qui est un navigateur open source. Et Brave a lancé, donc il y a assez peu de temps, un moteur qui, là encore, n'a pas la puissance des deux grands moteurs américains, mais a testé également, hein, qui peut être une alternative. Ce ne sera pas le nouveau Google, hein, il n'y aura évidemment pas de nouveau Google, mais ça peut être une alternative intéressante à notre moteur favori. Alors, quelques astuces à rappeler pour la recherche avancée de ces moteurs. Hein. Ces opérateurs que vous voyez à l'écran sont valables aussi sur d'autres moteurs. Certains sont très connus, mais je crois que c'est toujours bien de les rappeler, les guillemets pour rechercher une expression exacte ou la graphie exacte d'un mot, ou pour imposer un mot. Il peut arriver, et ça c'est un des effets de l'intelligence artificielle de Google, que certains mots soient rayés. Google prend la liberté de supprimer certains mots dans nos requêtes. Si on veut imposer ces mots, eh ben, on les met entre guillemets. Ce qu'on appelle les opérateurs booléens. Alors, ils sont aujourd'hui peut-être moins efficaces dans la recherche de Google depuis justement que Google retranscrit nos requêtes via ses algorithmes d'intelligence artificielle. Ceci étant, voilà, on peut les utiliser et ils seront bien sûr incontournables par exemple dans des outils d'alerte automatisés comme Google Alert, hein, qui n'utilise pas l'intelligence artificielle, hein, qui fait des recherches exactes à partir de nos mots-clés.
Donc le OR pour rechercher un mot ou un autre, le moins pour exclure plusieurs mots, hein. Même si les moteurs utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle, ils ne sont pas pour autant sémantiques, c'est-à-dire ils ne comprennent pas le sens des mots. Safran peut être une entreprise comme une épice, et si je veux Safran en tant qu'entreprise, je vais éliminer les occurrences du mot épice, en n'oubliant pas de les éliminer au singulier et au pluriel, hein, puisque les opérateurs OR et moins fixent la graphie, hein, contrairement à l'opérateur et, qui est l'opérateur par défaut, mais qui lui ne fixe pas la graphie, hein. Là, on peut rechercher les mots singulier, pluriel, masculin, féminin. Mais le OR et le moins donc fixent la graphie. D'autres opérateurs, l'opérateur site qui permet de cibler sur un site particulier, par exemple le site Renault, ou un domaine, hein, le domaine par exemple gouvernemental, hein, gouv.fr, et file type qui va permettre de trouver des documents en format PDF. Pourquoi le PDF? Parce que souvent, des livres blancs ou des rapports ou des documents un peu stratégiques sont en format PDF. On pourrait envisager aussi les formats XLXX, hein, pour trouver des jeux de données, donc en format Excel. Et évidemment d'autres formats, hein, des formats un petit peu longs qui là aussi remontent souvent assez peu spontanément dans les résultats de Google, en vertu de ces algorithmes qui ont tendance à ramener des choses simples et plutôt commerciales. Alors, il y a d'autres opérateurs, mais bon, là, j'aurais pas le temps de tout citer. On peut citer, par exemple, un opérateur qui s'appelle Around, qui permet de chercher un mot à proximité d'un autre. Je veux le mot aérospatial à côté de Safran, je vais taper aérospatial Around avec, entre parenthèses, le nombre de mots maximum que je veux voir entre mes deux termes. Donc, on peut là aussi combiner des termes pour garantir une meilleure pertinence. Là encore, hein, l'intelligence artificielle de Google est puissante, mais elle a tendance parfois à nous amener là où elle veut bien nous amener. C'est à nous de contrôler Google et pas l'inverse. Alors, un petit sondage là aussi pour mieux connaître votre pratique de ces opérateurs de recherche avancés. Est-ce que vous les utilisez? Allez-y, c'est à vous. Donc, on a oui à 36%, non à 30% et occasionnellement à 35%. Effectivement, il ne s'agit pas d'utiliser systématiquement, hein, ces opérateurs, mais dans certains cas, hein, ça permettra d'optimiser les résultats et de ne pas être tributaire donc, de ces algorithmes. Je passe la parole à Marie à propos de la recherche avancée sur le site technique de l'ingénieur. Oui, alors je vais en profiter pour vous parler 2 minutes du moteur de recherche et de ce qu'on propose comme recherche avancée. Alors le moteur de recherche sur le site TI se trouve toujours au même endroit, dans la partie haute. Là, il n'y a pas de secret. Et lorsqu'on lance une requête, on va arriver sur la page de résultats. Jusque-là, pas de surprise. Avant juste de vous parler des opérateurs de recherche, je vais vous montrer un petit détail ici. Vous voyez qu'on vous suggère des résultats à la saisie des termes de recherche. En fait, là, ça va vous sortir tous les titres de documents, donc que ce soit des ressources documentaires, des articles d'actualité, des livres blancs, enfin tous les documents que vous pouvez trouver sur le site Technique Ingénieur. Là, on va vous proposer les titres. Bon, ça, c'est un petit détail. Ensuite, voilà, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est les opérateurs de recherche avancés. Alors, la recherche, donc, vous allez trouver dans la partie droite de l'écran tous les résultats. Ça, c'est la liste des résultats avec toujours la même structure, le titre, vous allez trouver les auteurs, la date de publication, etc. Vous retrouverez rapidement vos petits. Et sur la partie gauche, là, vous allez retrouver vos critères de recherche avancée. Donc, en fait, on a 2 blocs. On a un premier bloc de recherche avancée qui va être la recherche par opérateur et un deuxième bloc qui correspond à des filtres, en fait. Et ces 2 blocs sont asynchrones. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer, dans un premier temps, une recherche affinée sur les opérateurs et, dans un deuxième temps, par les filtres, ou faire l'un ou l'autre. Ce qu'on propose en critères de recherche avancés, c'est la recherche dans les titres, uniquement dans les articles interactifs. Donc, les articles interactifs, c'est des articles qui comportent des quiz, ou uniquement dans mes abonnements. Et ensuite, des critères de recherche avancés beaucoup plus classiques. Ici, vous avez un petit tips pour retrouver ce qu'on propose comme syntaxe d'opérateur sur Technique de l'ingénieur.
C'est ceux dont Véronique parlait, donc les opérateurs en anglais, puisque le moteur que nous, on utilise sur TI, c'est Lucene Solar, donc le cœur logiciel de ce moteur est en anglais avec les opérateurs de base. Donc ça, on n'a pas touché le cœur logiciel du moteur de recherche. Donc, vous retrouvez ici toutes les petites syntaxes pour les opérateurs. Et après, il est possible de rechercher soit par auteur, par référence, pour ceux qui sont familiers avec les références techniques de l'ingénieur, et ensuite par date. Donc, vous pouvez appliquer des filtres, lancer votre recherche, et ou, dans un second temps, vous pouvez filtrer. Donc là, on a deux types de filtres. On a les filtres qui sont par thématique, on va dire soit par domaine, soit par secteur. Donc, vous allez voir soit par domaine d'expertise, soit par secteur industriel. Et la deuxième partie des filtres, c'est par type de contenu, où là, vous allez retrouver l'intégralité de ce qu'on retrouve comme type de contenu sur technique de l'ingénieur, et vous allez pouvoir filtrer en fonction de ce qui vous intéresse. Parfois, on est plus intéressé par un document costaud, état de l'art, etc. Ou parfois, on s'interroge juste sur une info d'actualité, donc il suffit de filtrer sur le contenu qui va nous intéresser. Voilà pour la recherche avancée. Je repasse la main à Véronique. Merci Marie. Et effectivement, on voit que dans le moteur Lucene Solar utilisé par le site TI, il y a des options comme par exemple la troncature qu'on ne trouve pas dans les moteurs web classiques. Alors, abordons maintenant notre règle numéro 2. Pour automatiser, on a vu que la veille consiste souvent à suivre un sujet, automatiser une recherche récurrente. Classiquement, ça peut passer par les flux RSS, que nous allons voir ou revoir. Cela peut passer aussi par des alertes, notamment Google Alert, ou des outils de veille sur les réseaux sociaux comme TweetDeck. Quelques rappels préalablement sur les flux RSS. RSS peut signifier deux choses, Really Simple Syndication ou Rich Site Summary. Ce sont des formats qui existent depuis une vingtaine d'années, qui ne sont pas nouveaux, issus du langage XML, qui vont permettre d'extraire les nouveautés d'un site. Et donc, on s'y abonne via des agrégateurs de flux RSS comme InnoReader, par exemple. À titre d'exemple, les flux RSS des techniques de l'ingénieur que l'on trouve tout simplement à partir de la page d'accueil du site. On retrouve une petite icône, c'est cette icône orange que vous voyez sur la slide. Et en cliquant sur cette icône, on a accès à des flux. Il y a un certain nombre de flux spécialisés selon les différentes ressources documentaires de l'encyclopédie ou sinon des grandes thématiques comme celle que vous avez sous les yeux. Et donc, alors tous les sites, bien sûr, ne sont pas dotés de flux. Il semblerait d'ailleurs que les sites d'entreprise, malheureusement, les utilisent de moins en moins, peut-être parce que les réseaux sociaux ont apporté de nouveaux usages, le web mobile aussi, mais en tout cas, ça reste un format fondamental pour faire de la veille. On va pouvoir s'abonner à ces flux pour suivre l'actualité d'un site. Et donc, on voit ici voilà, l'interface de l'agrégateur InnoReader, qui est un agrégateur qu'on peut utiliser en version gratuite ou en version payante, et qui permet de s'abonner à des flux. Et on voit comment, voilà, c'était une veille sur ChatGPT justement, comment on peut récupérer des articles donc venant de différentes sources à partir d'une alerte élaborée donc via InnoReader ou s'abonner directement à des flux correspondant à des sources spécialisées. Et donc ça illustre ces deux approches de la veille par les sources que l'on surveillera via des flux s'il y en a. S'il n'y en a pas, on pourra en créer, éventuellement, on pourra extraire les nouveautés. Et l'autre approche, c'est à partir des mots-clés, donc à partir d'alertes dans l'actualité que InnoReader nous permet d'élaborer directement. Le secret, là encore, c'est la maîtrise des sources, identifier les sources qui vont nous amener de l'information pertinente et non pas nous inonder de l'information parfois un peu superficielle, et les mots-clés qui vont là aussi, ou des combinaisons de mots-clés qui vont nous permettre d'obtenir la bonne information au bon moment. Ces alertes, alors, on peut les créer donc directement dans des agrégateurs comme InnoReader. On peut aussi les créer
à partir de Google Alert. Donc, il y a un service créé par Google. Il en existe d'autres comme Talkwalker Alert, par exemple. Donc, on pourra recevoir l'alerte soit par mail, soit sous forme de flux. On peut utiliser, bien entendu, les options de recherche avancées que l'on a évoquées tout à l'heure, hein, les opérateurs booléens, l'opérateur around, les filtres file type ou autres, pour avoir une alerte la plus précise possible pour ne pas être inondé, bien sûr, de résultats trop superficiels, là encore. Autre possibilité de veille automatisée, là, je n'évoque pas, mais on pourra en parler hein, lors des questions-réponses. Hein, je n'évoque pas, bon, bien sûr, il existe des outils de veille automatisée, payants, hein, qui permettront de faire de la collecte automatisée via le web et les réseaux sociaux. Hein, je pense à Digimind, SeedUp, Geotrend, Quam et d'autres. Hein, mais là, pour rester dans des solutions gratuites, donc on peut utiliser TweetDeck qui va nous permettre de faire de la veille sur Twitter. Twitter bon, a été évidemment un peu chamboulé ces derniers temps, mais reste un excellent outil de communication et donc de veille, y compris, hein, et pas seulement dans des domaines politiques ou journalistiques, mais aussi sur des sujets scientifiques et techniques. Donc, on peut surveiller un compte Twitter. Là, on voit une colonne ici qui permet de récupérer les tweets ou retweets des techniques de l'ingénieur, par exemple, hein, et donc d'être alerté sur les dernières publications, avec possibilité de filtrage hein, sur des mots-clés ou des hashtags plus précis. Et une autre colonne ici qui va nous permettre là de mettre en place une alerte à partir de mots-clés ou de hashtags avec éventuellement là aussi des opérateurs booléens, hein, même sur Twitter, et des filtres là encore qui nous permettraient de filtrer cette alerte par géolocalisation selon les auteurs ou même selon le type d'engagement, hein, le nombre de likes ou de retweets. Et donc pour avoir là aussi une veille la plus ciblée possible, d'identifier des influenceurs et d'avoir cette veille en temps réel. C'est bien entendu l'un des grands avantages de Twitter en matière de veille. Alors, un nouveau sondage à propos des réseaux sociaux. Nous allons développer juste après hein, l'intérêt des réseaux sociaux pour la veille. Mais juste avant, dites-nous si vous connaissez ou si vous utilisez les profils des réseaux sociaux, des techniques de l'ingénieur. On peut afficher les résultats. Donc non à 90% et oui à 10%. À ce sujet, Technique de l'ingénieur est présent sur les réseaux sociaux. Il y a le compte Twitter où sont postés les contenus journalistiques qui correspondent à tout ce qui est publié sur le magazine d'actu de Technique de l'ingénieur. Sur LinkedIn, ce sont des infos de type corporate, par exemple, comme les annonces des webinars ou ce type d'événements. La page Facebook Technique de l'ingénieur rassemble plus de 100 000 ingénieurs francophones dans le monde. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. Et voilà, donc les profils sur les réseaux sociaux de Technique de l'ingénieur sont à découvrir. Je repasse la parole à Véronique. Merci Marie-Caroline. Les réseaux sociaux, bien, se sont invités dans la panoplie des veilleurs et notamment voilà, pour détecter ces fameux signaux faibles, on peut les trouver, alors peut-être plus via Twitter et LinkedIn que via des réseaux plus grand public que sont Facebook ou Instagram, mais évidemment les réseaux sociaux peuvent poser des problèmes bien sûr de fiabilité de l'information à l'ère de la post-vérité et des fake news, et aussi des risques de redondance, hein, notamment sur Twitter avec le phénomène des retweets qui ont tendance à amplifier hein, ces redondances. Donc, comment tirer parti de ces réseaux sociaux pour la veille? Il y a plus, les réseaux sociaux ont apporté, voilà, en complément, hein, il ne s'agit pas bien sûr de remplacer les sources plus classiques, hein, que sont les sites web et les bases de données
de documentaire classique. Mais les réseaux sociaux vont apporter de nouvelles dimensions à la veille, pour repérer notamment les tendances que l'on peut trouver beaucoup, on l'a dit, via LinkedIn, donc avec un caractère plus professionnel, ou Twitter, parce qu'il peut y avoir souvent des conférences qui sont live tweetées et on pourra capter, là encore, des innovations, des tendances quasiment en temps réel. Les réseaux sociaux sont aussi une source intéressante pour identifier des experts ou des influenceurs. Là, je ne parle pas forcément d'influenceurs marketing, mais des influenceurs au sens des personnes qui auront une véritable influence, même si ce ne sont pas forcément des personnes très médiatisées. Par exemple, dans le domaine, ça peut être des normes ou autres, où l'influence peut avoir une certaine importance. Même chose pour les experts. Les experts ne sont pas forcément des personnes très connues ou qui ont une couverture médiatique énorme, mais ce sont des compétences précieuses à découvrir et on peut les identifier souvent via leur présence dans Twitter ou LinkedIn. Dans le cas d'une veille concurrentielle, on pourra surveiller, en utilisant toujours bien sûr des méthodes légales, les activités des collaborateurs des concurrents, des liens éventuels qui peuvent se tisser entre entreprises. Alors évidemment, tout ça n'est pas écrit explicitement sur les réseaux sociaux, mais là encore, en analysant et en corrélant des signaux faibles, on peut arriver à deviner la stratégie d'une entreprise à partir d'une analyse fine des contenus publiés sur des réseaux sociaux. Et pour toutes ces raisons, on aura tendance à privilégier plutôt, bien sûr, des réseaux professionnels, des réseaux spécialisés. Il existe aussi des réseaux universitaires comme ResearchGate ou Academia, ou bien sûr Twitter. Dans LinkedIn, LinkedIn est doté de nombreuses fonctionnalités de recherche. Le moteur de recherche de LinkedIn est très puissant et avec de nombreux filtres que l'on voit ici, et possibilité aussi de recherche par similarité de profil. À partir d'un profil qui va nous sembler intéressant, on verra dans la partie droite des profils similaires. C'est une forme de sérendipité pour découvrir peut-être justement des experts ou tout simplement des acteurs d'un secteur. LinkedIn est intéressant aussi pour trouver des tendances qui sont partagées à partir de publications. Attention simplement, il y a beaucoup d'autopromotion sur LinkedIn, donc il faut évidemment là aussi faire preuve de recul et d'analyse pour distinguer les contenus qui représentent une vraie innovation. Autre problème de LinkedIn, c'est qu'on n'a pas accès à l'ensemble des publications. On a accès aux publications des personnes faisant partie de notre réseau, à des degrés allant jusqu'à 3, mais on n'a malheureusement pas accès à l'ensemble. Alors, pour justement pallier cet inconvénient, on peut passer par Google, justement, en utilisant la commande site et en effectuant des requêtes avec des mots-clés suivis de sites linkedin.com pour faire émerger des profils sans rentrer directement dans l'application LinkedIn. Donc, ces réseaux pour scientifiques, les voici. Il en existe deux. ResearchGate, donc plutôt orienté sciences dures. Academia, plutôt orienté sciences humaines. Et voilà, les deux se complètent et peuvent permettre d'identifier des publications, notamment des articles scientifiques partagés dans le cas de ce réseau. Ça pourra compléter des recherches effectuées via des bases de données classiques, comme par exemple Sciences Direct ou des moteurs spécialisés comme Google Scholar ou Semantic Scholar. Donc encore une autre façon, ou des plateformes d'archives ouvertes comme HAL du CNRS. Encore une autre façon d'identifier des articles scientifiques. Un sondage, là encore, toujours pour mieux vous connaître. Dans le cadre professionnel, quels sont les réseaux que vous utilisez plus particulièrement ? Donc, sans surprise, effectivement, LinkedIn à 70%. On a sinon YouTube avec évidemment les chaînes,
Twitter à 21%, les réseaux généralistes Instagram, Facebook à 20%. Et effectivement, comme on s'adresse à un public spécialisé, les réseaux scientifiques, ResearchGate ou Academia par exemple, à 37%. Effectivement, oui, YouTube est aussi, peut être aussi une source intéressante avec beaucoup de conférences, les fameuses conférences TED, mais aussi voilà, de nombreuses conférences retranscrites sur YouTube. Alors passons maintenant à notre 4e règle d'or qui consiste, une fois qu'on a collecté de l'information avec les sources et les outils qu'on a mentionnés, il va s'agir d'analyser. Et quand on est face à des volumes importants de données ou de documents, il va falloir utiliser des outils de cartographie pour mettre en évidence ces fameux signaux faibles ou informations de rupture. Donc, quel intérêt de la cartographie de données? Pour justement mettre en évidence des tendances générales, donc peut-être plus des signaux forts, mais aussi donc des signaux faibles qui vont souvent se trouver en périphérie de la carte. C'est des éléments un peu inattendus qui sortent de l'ordinaire et que justement l'analyse automatisée et la cartographie vont permettre de mettre en évidence. Dans le cadre d'une veille peut-être plus e-réputation sur un produit ou un service, la cartographie peut et l'analyse automatisée peut faire émerger des avis positifs ou négatifs pour pouvoir réagir au plus vite et contrer un bad buzz. La cartographie peut permettre, là encore, de matérialiser et d'extraire les principaux acteurs concernant un secteur. On va voir un exemple tout de suite après avec l'outil GeoTrend, par exemple. Donc, de présenter à la fois les acteurs classiques, des nouveaux entrants et les liens qui peuvent, les différents liens qui peuvent les unir. Et faire émerger justement parfois des corrélations un peu cachées qu'il faudra bien sûr interpréter avec notre intelligence humaine. À l'heure où l'intelligence artificielle prend beaucoup de place, il faut évidemment laisser notre intelligence humaine décider. Nous ne sommes pas les esclaves des intelligences artificielles, mais au contraire, elles peuvent être à notre service pour nous aider à dégager des informations. Mais c'est à nous, bien sûr, de prendre les décisions en se basant sur ces cartographies. Alors, un exemple d'une cartographie d'analyse de brevets, obtenue avec un logiciel open source qui s'appelle Gephi. Qui est un logiciel qui fonctionne avec plusieurs systèmes d'exploitation, PC, Mac ou Linux, et qui est gratuit, qui est open source, et qui va servir surtout à analyser, cartographier des grands volumes d'informations. Ces données peuvent être extraites des réseaux sociaux, mais aussi de bases de données classiques. Ça peut être par exemple une extraction d'une base de brevets qui va être cartographiée avec Gephi. Et à partir, donc il faudra peut-être préparer, là encore, les données pour l'analyse, créer des jeux de données dans des formats ouverts comme les formats par exemple CSV ou JSON. Et à partir de ces jeux de données, Gephi va être capable de créer des graphes, comme celui que nous voyons à l'écran, pour mettre en évidence donc, des relations qui peuvent exister entre différents éléments, par exemple des brevets. Et donc là, on pourra voir, à partir des brevets déposés par une entreprise, par exemple, on pourra voir quelles sont les principales thématiques à partir donc de regroupements, de ce qu'on appelle des clusters, calculés automatiquement donc, par l'outil Gephi. On pourra voir quelles sont les principales thématiques donc, qui concernent le dépôt de brevets par cette entreprise. Et on pourra donc voir ces regroupements et analyser à l'intérieur de chaque thématique les différents brevets à partir de liens qui représentent, donc ça peut être soit des thématiques connexes, soit on peut aussi matérialiser des liens de co-dépôt de brevets pour voir qui travaille avec qui, par exemple. Dans le domaine
certains parmi vous font peut-être de la veille brevet. Il existe là aussi des outils dédiés à la veille brevet, comme par exemple Questel Intellixir ou Matteo Patent, qui sont là des outils payants et qui vont permettre là encore de cartographier, de matérialiser des liens ou de présenter des données à partir d'une carte géographique pour voir là encore où se situe l'innovation. Un autre exemple, là cette fois d'une cartographie d'acteurs obtenue grâce à l'outil GeoTrend. GeoTrend est une solution de veille payante sur abonnement qui a été créée par des anciens de Airbus et qui permet là encore de collecter l'information, mais de présenter les résultats sous forme de cartographie. Donc là, il s'agit d'une cartographie d'acteurs avec plusieurs entreprises dans le domaine de l'hydrogène. Et on peut voir donc cette cartographie de liens entre acteurs qui présente la typologie des liens, si ce sont des partenaires ou s'il y a par exemple comme ici un procès, une action juridique entre des acteurs ou s'il y a des liens tout simplement de maison mère à filiale. Et donc cette cartographie, alors là aussi qui nécessitera bien sûr d'être interprétée par des intelligences humaines, mais cette cartographie permet déjà de matérialiser des liens et de positionner les acteurs d'un secteur, là, comme par exemple l'hydrogène, en fonction de leurs liens, partenaires, investisseurs, fournisseurs, concurrents ou autres. Et donc, voilà, c'est des technologies donc, sémantiques et des technologies de cartographie qui vont être utilisées pour produire ce type de cartographie informationnelle. Je vois que l'heure tourne, donc nous allons passer tout de suite à notre dernière règle d'or et ensuite nous passerons aux questions-réponses. La dernière règle d'or consiste à diffuser, à partager l'information stratégique autour d'un projet, donc en interne. Là, il ne s'agit pas forcément de communautés sur les réseaux sociaux que l'on a évoqués, mais plutôt en interne autour d'un projet, comment mieux diffuser et partager l'information stratégique tout en la protégeant, bien entendu. Plusieurs possibilités. Donc selon différents types de besoins. Tout à fait à gauche, les points bleus représentent des modalités utiles pour diffuser régulièrement de l'information. L'un des plus connus étant évidemment la newsletter, très classique, qui va permettre, selon un rythme mensuel ou hebdomadaire, de publier, de diffuser régulièrement une synthèse d'informations à l'intention d'une équipe, par exemple, travaillant sur un projet. Mais il peut y avoir des formes plus originales et la newsletter pouvant parfois un petit peu lasser si le rythme est trop régulier ou si la forme est trop régulière. Donc l'information régulière peut être diffusée via des tableaux de bord et certaines solutions de veille automatisée comportent justement c'est des tableaux de bord qui s'actualisent régulièrement et vont extraire les tendances ou les signaux faibles ou tout simplement des informations les plus importantes. Des plateformes de curation, c'est-à-dire de sélection d'informations. Là, c'est plus une activité humaine qui va consister à sélectionner de l'information pour la partager via un espace numérique. C'est le cas, par exemple, de Scoopit, qui est une solution de veille sous forme de curation d'articles. Mais on peut imaginer aussi des blogs internes ou des portails internes de flux qui vont, là encore, avoir pour objectif de partager et d'informer régulièrement une équipe ou des collègues. Tout à fait à droite, les points orange se situent plus dans une optique collaborative. On a vu à quel point la veille est une pratique collaborative et interactive. Et là, on est moins dans une diffusion verticale avec un veilleur ou une équipe de veilleurs qui va diffuser les résultats de sa veille, mais plutôt une veille collaborative
dont les résultats vont être partagés alors via des messageries collaboratives. Ça peut être tout simplement des outils comme WhatsApp ou des messageries comme Slack ou bien d'autres, hein, mais aussi sous forme de réseaux sociaux internes, hein, qui ont tendance petit à petit à remplacer les classiques intranet pour justement laisser plus de place à l'interactivité et la collaboration. Les rapports d'étonnement, hein, c'est un grand classique de la veille qui nous viennent du Japon, hein, c'est l'idée de faire part de son étonnement, hein, positif ou négatif, face à une innovation, face à quelque chose qui sort de l'ordinaire, qu'on a vu parfois sur le terrain et qu'on va partager, hein, de façon peut-être un petit peu plus informelle, à travers, là aussi, des messageries classiques ou via des espaces aussi plus informels et pourquoi pas aussi dans la vraie vie, autour de la machine à café ou de réunions d'équipe. Et au milieu, des façons de diffuser l'information peut-être de façon plus ponctuelle, hein, pas forcément récurrente. Alors là encore, des modes de diffusion assez classiques, hein, comme les études documentaires ou les états de l'art, mais aussi hein, ce qu'on appelle les battle cards, hein, liés à la pratique du benchmark, qui vont permettre de comparer les performances de plusieurs produits ou d'entreprises, hein, sous une forme très synthétique, hein. On peut trouver des modèles de battle card hein, pour présenter sous forme d'une fiche les résultats d'une veille en comparant donc différents indicateurs. Ça peut être aussi justement tout ce qui est cartographie, en distinguant peut-être des formes assez simples d'infographie. Hein. Il existe des solutions très simples, clés en main, comme Canva, Geniali. Enfin, il en existe énormément, très faciles à prendre en main pour créer des infographies, mais aussi des solutions de data visualisation. Là encore, les tableaux classiques ou les solutions de business intelligence assez complexes se sont, enfin, ont vu aussi apparaître des solutions plus simples d'accès, ça s'est un peu démocratisé, avec des solutions comme par exemple Flourish Studio, qui va permettre, un peu comme Canva pour l'infographie, de réaliser des data visualisations à partir de templates, hein, de modèles clés en main que l'on peut remplir avec ses propres données. Attention, évidemment, un petit bémol à la confidentialité des données quand on utilise des outils en ligne. Et puis la vidéo hein, qui sert aussi de plus en plus, hein, on est à l'ère du multimédia, qui peut servir à diffuser les résultats d'une veille. Hein. Il ne s'agit pas bien sûr de vidéos à diffuser sur YouTube, mais des vidéos qui pourront être diffusées en interne et partagées en interne. Sans oublier les cahiers de tendance, hein, sous une forme peut-être plus élaborée graphiquement, qui vont là encore synthétiser plusieurs tendances de façon à partager cette information stratégique. Donc voilà, cette diapositive conclut ce tour d'horizon des bonnes pratiques de veille. La parole est à vous si vous avez des questions. Merci beaucoup Véronique. Alors oui, on va enchaîner avec quelques questions. Quelle est la différence entre les versions payantes et non payantes de l'outil InnoReader, l'outil de suivi de flux RSS? Alors, il existe effectivement plusieurs versions. La version, la version payante, qui s'appelle la version Pro, hein, qui est utilisée généralement, permet de suivre des pages Facebook et des comptes Twitter, hein, ce qui n'est pas possible dans la version gratuite. La version payante permet également de mettre en place des filtres ou des règles qui permettent d'automatiser des actions. Hein. On peut par exemple, à partir d'un flux, on peut automatiser des actions. Si tel élément du flux contient tel mot, alors l'élément va être automatiquement publié dans une boîte mail ou sur des réseaux sociaux ou va être tagué avec tel mot. Donc on peut créer ces filtres ou ces règles avec la version payante, hein, et surveiller en plus certaines sources hein, comme Facebook, Twitter, Telegram. Hein. Voilà les principaux avantages de la version payante, la version pro de InnoReader. Merci Véronique. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe un équivalent de TweetDeck pour LinkedIn, s'il vous plaît?
Malheureusement, non. LinkedIn, on ne le sait pas forcément, LinkedIn appartient à Microsoft. Et il y a peu de, ça reste une plateforme assez fermée. Enfin, c'était déjà le cas même avant son rachat par Microsoft, hein, il y a ça 5 ou 6 ans. Donc, il est difficile hein, d'extraire des données de LinkedIn sous forme de flux ou d'alerte. Hein, donc, non, le plus simple hein, pour mettre en place une veille sur LinkedIn, bah, ça reste quand même de passer par LinkedIn, par la plateforme. On peut bien sûr suivre des profils, on peut automatiser le suivi de mots-clés, mais la veille va s'effectuer à l'intérieur de la plateforme LinkedIn. Merci Véronique. Ensuite, on a une question toujours sur TweetDeck. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surinformation et de désinformation si on traque ne serait-ce qu'un hashtag, sauf bien sûr si l'information vient des techniques de l'ingénieur, précise la personne qui a posé la question. Bien sûr. Oui, alors évidemment, hein, de toute façon, hein, quelle que soit la source, hein, même il peut arriver même que des sources officielles ou institutionnelles fassent des erreurs intentionnellement ou non. Donc, et a fortiori, les réseaux sociaux et Twitter peuvent être des outils formidables d'accès à l'information, mais il y a aussi beaucoup de désinformation, beaucoup de propos haineux, de dénigrement, et y compris dans des sphères scientifiques et techniques. D'où l'importance hein, du recoupement d'informations. Alors déjà, l'infopollution, comme on dit, hein, l'infobésité peut venir des retweets. Alors on peut, avec TweetDeck, on peut, hein, quand on suit un compte, on peut filtrer les retweets, ça permet déjà de limiter un petit peu le bruit. Ceci étant, parfois les retweets peuvent être intéressants, hein, ça peut amener aussi des signaux faibles. C'est vraiment à l'utilisateur de voir si les retweets sont utiles ou pas. Mais on peut déjà, le cas échéant, les filtrer si on voit que ça amène du bruit. Il y a aussi beaucoup de redondance hein, sur Twitter. Donc, TweetDeck peut permettre hein, de mettre en place des filtres hein, pour justement essayer de limiter un petit peu ce bruit et cette redondance. Pour ce qui est de la désinformation, évidemment, il y en a beaucoup. Donc, le remède, hein, là, ce ne sera pas forcément une solution technique, ce sera plutôt le choix des sources hein, qui va nous permettre de ne pas succomber à la désinformation et donc en suivant des sources dont on sait qu'elles sont fiables, mais en même temps, voilà, et c'est aussi là encore un peu un paradoxe, il peut arriver parfois que les signaux faibles se trouvent dans le bruit ou c'est de l'information, parfois du bruit de couloir, de l'information qui n'est pas vérifiée. Alors évidemment, il faudra la recouper avec d'autres sources, mais parfois, quand on fait de la veille, ça dépend bien sûr des objectifs et du sujet, mais parfois, on pourra faire ce pas de côté qui va nous amener à surveiller des sources qui sont pas forcément toujours fiables, mais qui peuvent parfois nous donner des signaux faibles ou des informations de rupture qu'on n'aurait peut-être pas trouvées si on ne suit que des sources fiables à 100%. Merci Véronique. Ensuite, on a plusieurs questions sur les recherches bibliographiques. Est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous avez des conseils sur la meilleure manière de commencer une recherche bibliographique? Alors par recherche bibliographique, je pense qu'on entend par bibliographie d'articles académiques, enfin d'articles ou thèses ou contenu académique. Hein. Alors, il y a plusieurs façons possibles. Hein, et là encore, c'était pas mieux avant, mais c'était peut-être plus simple et plus coûteux au siècle précédent. Depuis le début du XXIe siècle est apparu ce phénomène de la science ouverte qui a beaucoup contribué à démocratiser l'accès à des contenus scientifiques.
Donc, c'est ça qu'il y a eu un empilement d'outils de recherche. Alors, il existe, bien sûr, commençons par les plus connus, bien sûr, des moteurs de recherche de contenu scientifique et technique, le plus connu étant, bien sûr, Google Scholar, qui permet également de mettre en place des alertes sous forme d'alerte mail. Il y a d'autres moteurs moins connus comme Semantic Scholar, qui est pas inintéressant dans la mesure où il peut extraire automatiquement, grâce à des métadonnées, les auteurs les plus prolifiques sur un sujet. Donc, ça peut permettre de trouver justement des experts dans un domaine. On peut utiliser, bien entendu, des bases de données alors, qui peuvent être payantes sur abonnement. Je pense par exemple à des bases comme Science Direct de Elsevier ou Springer, son grand concurrent. Donc, ces grands fournisseurs qui existent depuis bien longtemps d'articles scientifiques et techniques qui sont passés, là aussi, un signe des temps, de plus en plus à l'open access. Donc, dans ces bases, certains articles vont être en open access, d'autres seront payants. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle les archives ouvertes, donc des dépôts d'archives ouvertes, c'est-à-dire des articles qui vont être publiés par des chercheurs ou par des institutions, la plus connue étant bien sûr HAL, le dépôt d'archives ouvertes du CNRS. Au niveau international, on peut citer DOAJ, Directory of Open Access Journals. Citons également les réseaux sociaux, ResearchGate et Academia, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et également, il y a aussi une nouvelle donne autour non seulement des articles scientifiques et techniques, mais aussi des données de la recherche. De plus en plus, les grands programmes de recherche exigent la publication des données produites par les chercheurs. Et le ministère de la Recherche a mis en place une nouvelle plateforme depuis quelques mois qui s'appelle recherchedata.gouv et qui rassemble, c'est un méta-entrepôt de données qui va permettre de donner accès non pas seulement pas forcément à des articles, mais à des données produites par des chercheurs dans le cadre de leur recherche dans différents domaines. Donc, plusieurs pistes qui se superposent. Et puis, un outil bien connu, je pense, des thésards, mais j'en rappelle l'existence, Zotero, qui va permettre de stocker les références bibliographiques pour après constituer une bibliographie. Merci Véronique. L'un des auditeurs nous fait remarquer que les flux RSS de Google ont tendance à mal vieillir, inscrit-il entre guillemets. Est-ce que vous auriez d'autres outils plus fiables à conseiller? J'ai repris ces mots. Alors, les flux RSS de Google, je comprends, mais bon, peut-être la personne qui a posé la question peut préciser. Je comprends qu'il s'agit des flux que l'on obtient à partir de Google Alert, qui effectivement sont pas toujours très stables et il peut y avoir effectivement des mauvaises surprises. Il peut arriver d'ailleurs parfois, je ne sais pas si c'est à ça que notre auditeur, je ne sais pas si on dit auditeur, faisait allusion, mais il peut arriver que des flux RSS que l'on a créés à partir d'un Google Alert ne fonctionnent plus. Alors, il y a une petite astuce par rapport à ça. Si on s'aperçoit qu'un flux RSS généré à partir de Google Alert ne donne plus de résultats, on se réabonne à partir des alertes mail et quand on reçoit le mail, on clique en bas du mail sur un lien qui permet de régénérer un flux. Mais c'est vrai que de toute façon, ces technologies, enfin ces formats RSS sont peut-être moins utilisés qu'avant. Donc, voilà, ça devient peut-être plus difficile, peut-être plus technique. Alors, il existe par ailleurs, alors il y a un concurrent de Google Alert qui s'appelle Talkwalker Alert, bon, qui fonctionne ni mieux ni moins bien, c'est à peu près équivalent. Sinon, alors, on peut aussi générer des flux à partir de sites qui n'en ont pas. Il existe pour cela des convertisseurs, bon, je vais être un peu plus technique, mais qui vont permettre de transformer une page HTML en flux RSS.
il existe, voilà, il y a un convertisseur assez simple que j'aime bien utiliser qui s'appelle Politpol, qui, dans pas mal de cas, va permettre, donc à partir d'une page HTML, de préférence une page HTML qui donne accès à des nouveautés et qui ne serait pas dotée de flux. Avec Politpol, on va pouvoir indiquer quels sont les éléments que l'on veut extraire, les titres ou la description ou les images, et Politpol va générer un flux à partir de cette page. Il existe d'autres outils peut-être plus techniques, comme Fit for Free, Fit 43 ou Five Filters, qui fonctionnent de la même façon. Parfois même, on pourra repérer dans le code source en HTML les éléments que l'on veut extraire de façon à générer un flux. InnoReader, j'apporte une petite précision à la question de tout à l'heure sur InnoReader. Un autre intérêt de la version payante de InnoReader, c'est qu'on pourra générer des flux quand il n'y en a pas, là encore, comme on pourrait le faire avec les outils que je viens de citer. Donc effectivement, ça devient de plus en plus technique d'utiliser des flux. Ça reste fondamental, on ne peut pas se limiter aux réseaux sociaux pour collecter l'information. Si on a bien sûr des outils payants, comme ceux qu'on a cités, Digimide, Geotrend, KBcrawl ou autres, là c'est un peu différent parce qu'on va partir de packs de sources, on peut citer aussi SendUp, Quam et bien d'autres. Là, on va partir de packs de sources, on n'a pas forcément à bricoler entre guillemets des flux, mais voilà, c'est quand même un format qui reste fondamental pour la veille, malgré des aspects parfois un petit peu techniques. Merci Véronique. Toujours à propos d'InnoReader, quelqu'un nous pose une question un petit peu technique. Un filtre, c'est pour filtrer un flux, une règle filtre un dossier, bouquet de flux, c'est ça? demande l'auditrice. Oui. Oui, alors effectivement, voilà, un filtre, voilà, c'est un petit peu différent. Ouais. Un filtre permet de lutter contre le bruit. Il peut arriver que les flux RSS associés à un site soient un petit peu trop généralistes. Donc, on va mettre en place un filtre avec on peut mettre plusieurs mots en les combinant là aussi avec des opérateurs soit et soit ou et des conditions contient, ne contient pas, et donc on pourra rendre un flux plus personnalisé avec ces filtres. À savoir que là encore, il existe des petits outils. Alors là, on revient un peu dans le bricolage, mais bon, le bricolage, c'est noble aussi. Il y a l'ingénieur et le bricoleur, comme disait Lévi-Strauss. Et on peut bricoler aussi des filtres sans passer par InnoReader, en utilisant un petit outil qui s'appelle Sift RSS, qui permet là encore de créer, de filtrer des flux. Alors c'est un petit peu plus basique, on ne peut pas mettre plusieurs mots, mais ça peut faire l'affaire. Les règles, on le disait, c'est pour automatiser une action. Donc, c'est pas la même chose que les filtres. C'est plutôt, effectivement, automatiser une action. Donc, si telle condition est remplie, par exemple, s'il y a tel mot, alors on va apposer un tag, où on va considérer l'élément comme lu, ou on va l'envoyer vers une messagerie ou autre. Et alors là encore, il existe une solution un petit peu équivalente, certains l'ont peut-être testé, qui s'appelle IFTTT, If This Then That. On est déjà dans les algorithmes et on pourra automatiser des actions. If this, si cette condition est remplie, then that, alors telle action va être exécutée. Et on peut comme ça créer des passerelles entre pas seulement des flux avec IFTTT, avec différentes sources ou plateformes du web social, enfin du web tout court, et créer des actions automatisées pour relier différentes plateformes entre elles. Merci Véronique. Pendant qu'on est encore nombreux, je transmets des informations partagées par certaines personnes qui étaient inscrites. Par exemple, un outil pour classer les documents qui s'appelle diigo.com, diigo.com. Et sinon, Academia,
qui a très récemment lancé une plateforme dédiée aux sciences dures, Academia Engineering. Et on a une autre question sur Academia. Quelqu'un nous demande si vous pouvez conseiller, Véronique, des outils sources académiques autres qu'Academia. Alors juste oui sur Diigo, je reviens oui Diigo effectivement qui a été un des pionniers du bookmarking social, on n'appelait pas encore ça la curation et qui se maintient. C'est voilà, beaucoup d'outils de cette génération du milieu des années 2000 ont disparu et Diigo se maintient. Et alors malheureusement la version gratuite est un peu limitée, enfin de plus en plus limitée. C'est dommage parce que c'est vraiment un bon outil qui permet de taguer les articles, de créer des dossiers, d'extraire l'information sous forme d'outliner. Donc, effectivement, ça reste un outil, voilà, malgré les années, qui est intéressant pour faire de la curation et du bookmarking social. Alors, Academia, donc oui, effectivement, j'ai été un peu, j'ai eu un avis un peu tranché sur cette distinction entre ResearchGate, sciences dures, et Academia, sciences humaines. Voilà, il faut nuancer. Sur les ressources académiques, je pense avoir déjà un petit peu répondu à la question en évoquant, je ne sais pas s'il s'agissait de réseaux sociaux ou d'autres plateformes. Voilà, je parlais de moteurs comme Sémantique Scholar, les archives ouvertes, tout ce qui est sciences ouvertes. Il y a des gisements d'articles en open access. Alors, ça dépend un peu des disciplines. Je pensais par exemple à PLOS, PLOS, pardon, la Public Library of Open Science, donc les archives ouvertes en France ou dans le monde. Et puis donc, je pense que vraiment la nouvelle donne, enfin la nouvelle vague ces derniers temps, c'est vraiment tout ce qui est données. Donc notamment les données de la recherche, c'est une obligation, on le disait, pour les grands programmes de recherche, donc de publier ces données qui vont être dans des formats assez divers, avec des métadonnées là aussi assez diverses, et qui vont être stockées dans des entrepôts, avec ce nouvel entrepôt donc créé récemment en France, Recherche DataGouv. Très bien. Merci Véronique. Tout le monde y va de sa petite astuce. Alors, une personne nous explique qu'il existe pour améliorer sa veille LinkedIn, le Linkalize. C'est un plugin sur Chrome qui est moins pratique que TweetDeck, mais qui permet d'organiser sa veille avec des mots-clés, d'avoir des alertes par mail et d'analyser les comptes des influenceurs. Donc, une sorte de petit TweetDeck pour LinkedIn. Et il y a aussi l'opérateur Google Scholar, All in Title, pour chercher dans le titre. Alors, l'internaute précise que c'est pas mal utile aussi pour limiter le bruit et avoir des résultats plus pertinents. Donc, merci à tous pour vos astuces. Juste sur InTitle ou InTitle, qui ne concerne pas que Google Scholar, effectivement. On aurait pu le citer aussi dans les opérateurs. Ça concerne Google Web, Google Actualité, enfin toutes les versions de Google. Et ça permet de limiter le bruit, tout à fait, à partir de recherches limitées au titre. Et aussi, voilà, dans un même ordre d'idée, InURL ou All-in-URL, qui permet de limiter sa recherche à l'URL. Merci Véronique pour ces précisions. La question sur l'intelligence artificielle est-elle une menace pour l'emploi des professionnels de l'information à plus ou moins long terme? Je pense que ça peut faire l'objet d'un autre webinaire. Avant d'être remplacé par ChatGPT. Non, juste quelques mots déjà pour remercier déjà les techniques de l'ingénieur pour l'organisation de ce webinaire. Merci Marie et Marie-Caroline. Merci à la salle, merci de vos questions très, très intéressantes et de vos astuces également. Et juste, voilà, en 2 mots, je crois que je répondrai par le titre d'un ouvrage qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, qui est dû à Luc Julia, qui est un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, qui est le co-auteur de Siri, l'assistant virtuel. Et selon Luc Julia, enfin selon le titre de son livre, l'intelligence artificielle n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors que c'est un excellent spécialiste du sujet. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle,
en fait, c'est pas vraiment de l'intelligence. Et ça concerne aussi ChatGPT, etc. Et tous ces outils, hein, on se focalise beaucoup sur ChatGPT, mais il y a plein d'intelligence artificielle qui existent depuis bien longtemps. Et en fait, c'est plutôt de l'automatisation. Hein, c'est-à-dire, c'est pas forcément de la vraie intelligence, hein, au sens de celle qu'on est censé avoir dans nos esprits. C'est plutôt de l'automatisation d'actions de façon très puissante, hein, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas trop s'affoler sur voilà, le fait que nous allons être tous remplacés par des robots. Alors, c'est sûr que certaines tâches ne vont plus se faire de la même façon, mais alors c'est peut-être mon éternel optimisme, mais je pense que ça va permettre d'aller plus vers le haut, hein, de nous consacrer, nous les humains, à des fonctions nobles, hein, justement, d'analyse, hein, de prise de décision, et que le travail peut-être un peu répétitif et un peu ingrat sera fait justement par les algorithmes. Mais on pourra prévoir un autre webinaire, hein, qui sera certainement passionnant sur le sujet. Merci beaucoup, Véronique, pour cette conclusion et cette ouverture sur un autre sujet passionnant. On peut s'arrêter là. Ça a été très, très enrichissant. Merci à tous pour votre participation au sondage et pour vos questions. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci beaucoup à tous. Bon après-midi. Au Merci. revoir.